Alors, la commission plénière poursuit ses travaux sur l'étude des crédits provisoires pour 1995-1996. Au cours de la prochaine heure, nous allons procéder à un échange entre M. le ministre de la Sécurité publique et M. le député de Frontenac. Je vous rappelle qu'une période de 5 minutes est accordée aux députés indépendants. J'accorde immédiatement la parole à M. le ministre de la Sécurité publique pour ses remarques préliminaires. Merci, M. le Président. Avant de présenter les crédits de mon ministère, j'aimerais l'expliquer sommairement pour les gens qui nous écouteraient. Le ministère de la Sécurité publique est un ministère que j'ai toujours trouvé bien nommé. Mais bien qu'il décrive rigoureusement la mission qui est la sienne, beaucoup de gens semblent totalement ignorer ce qu'il s'agit. Alors, je les fais toujours rire en disant que l'activité de mon ministère se résume en 3 mots: police, prison et catastrophe. Mais les catastrophes étant justement la lutte en cas de sinistre, comme les inondations, les accumulations de neige, comme on l'a vu à Blanc-Sablon, mais aussi et essentiellement, il s'agit de... Très souvent, ces choses-là sont faites par les pompiers, qui combattent les premières catastrophes les plus fréquentes à une certaine époque, c'est-à-dire les incendies. Pour compléter sa mission, le ministère a aussi 6 organismes dont il est responsable et qui sont connexes. Le coroner, d'abord, qui, comme chacun sait, est l'organisme qui doit enquêter toutes les morts suspectes. La Commission québécoise de libération conditionnelle. 2 organismes aussi qui s'occupent de déontologie policière. Le commissaire à la déontologie policière, qui est l'officier public, qui reçoit les plaintes du public contre les policiers et qui doit les enquêter. Et selon les résultats de ces enquêtes, qui décide de porter les accusations ou non contre un policier. S'il décide de porter une accusation, cette accusation sera entendue par un tribunal, enfin par un organisme quasi-judiciaire indépendant du commissaire qui s'appelle le Comité à la déontologie policière. Donc, le commissaire, c'est celui qui reçoit les plaintes et qui enquête. Le comité, c'est l'organisme qui décide des plaintes. Nous avons aussi la Régie des alcools, courses et jeux, que certains s'amusent à appeler la Régie des vices, mais qui a regroupé d'autres organismes qui s'occupaient effectivement du contrôle des permis d'alcool, des loteries, des courses. Et finalement, un dernier organisme qui est important dans la formation des policiers, l'Institut de police du Québec, qui a son siège social à Nicolette. Le ministère est probablement le ministère le plus important au point de vue effectif, si on le distingue des 2 grands ministères à réseau que sont l'éducation et la santé. Ce sont des ministères où les employés sont à l'emploi d'organismes distincts et qui ont une certaine indépendance, comme les commissions scolaires dans le cas de l'éducation, les universités, et ainsi de suite. Et dans le cas des hôpitaux, bien évidemment, les diverses régies et hôpitaux. Mais directement à l'emploi du ministère de la Sécurité publique, on trouvera l'an prochain l'équivalent de temps complet de 9 710 personnes. Cela se regroupe d'abord à la Sûreté du Québec, où l'on trouvera 5 399 personnes, soit donc 56 de ses effectifs. Dans les services correctionnels, 3 120 personnes, soit 32 des effectifs. Et le reste se redistribuera dans l'autre mission du ministère, qui est la sécurité civile, ce que je disais en badinant, qui s'appelait la lutte aux catastrophes, si vous voulez, mais aussi dans les 6 organismes que je vous ai nommés, pour 12 Le budget se séparera à peu près dans les mêmes proportions, mais pas tout à fait. Le ministère de la Sécurité publique aura un budget l'an prochain de 712 millions de dollars comparativement à l'an dernier, 733 millions de dollars. Cela est dans l'application de la politique générale du gouvernement. Il est évident que si nous voulons atteindre l'objectif fixé par le premier ministre de contrôler, d'éliminer le déficit des opérations courantes dans l'espace de 2 ans,
que nous voulons atteindre cet objectif en gelant les dépenses en matière d'éducation et en matière de santé, pour des raisons évidentes. La santé, je pense que tout le monde est d'accord. Tout le monde comprend pourquoi. L'éducation, parce que c'est l'avenir. Ces deux missions-là du gouvernement regroupent à elles ensemble près de 60 des dépenses du gouvernement. C'est donc il faut couper ailleurs. Couper ailleurs, c'est couper au ministère de la Sécurité publique, entre autres. Par rapport aux dépenses prévues, la coupure semble faible, de 2,8 ou de 20,5 millions par rapport à l'an dernier. Cependant, la coupure réelle est beaucoup plus importante, comme nous le verrons plus loin, et nous avons rencontré les objectifs qui nous avaient été fixés d'une coupure de plus ou moins 8 La raison pour laquelle la coupure n'est que de 2,8 est due au fait que s'ajoute au ministère, le ministère de la Sécurité publique aura actuellement d'autres missions qu'il n'avait pas l'an dernier. Ces budgets de 712,5 millions se divisent en trois grandes catégories. Je rappellerai, oui, que si le ministère de la Sécurité publique est responsable de l'ensemble des activités policières sur le territoire québécois, seule la Sûreté du Québec relève directement du ministère de la Sécurité publique. D'ailleurs, il y a environ 13 000 policiers, 13 500 quelque chose, si je me souviens bien, policiers, 514, je me souviens bien, sur l'ensemble du territoire québécois. Ces policiers sont employés ou gérés par exemple, à Montréal, le service de police de la communauté urbaine de Montréal, à Québec, l'équivalent pour la communauté urbaine de Québec, et dans diverses municipalités à travers le territoire. Donc, dans le ministère, ce budget de 712 millions se sépare essentiellement en trois grandes catégories. 388,1 millions, soit 54,4 du total, iront à la Sûreté du Québec. 221,1 millions, soit 31 du total. Vous voyez, donc près du tiers iront au service correctionnel, ce qui laisse un solde de 103,3 millions pour toutes les autres activités du ministère. Une chose qui rend la réduction des effectifs difficile dans un ministère. Il y a plusieurs choses qui rendent la réduction des effectifs et des budgets difficiles dans un ministère comme la sécurité publique. D'abord, le rappellerai-je, même en application de la théorie libérale économique la plus absolue, l'État doit s'occuper des choses dont nous nous occupons, c'est-à-dire de la police, des prisons, de la lutte aux sinistres et évidemment des organismes connexes. Dans un État, la demande de ces services devrait même augmenter au fur et à mesure des besoins. Les raisons pour lesquelles on peut couper encore aujourd'hui, c'est peut-être qu'on a pris des mauvaises habitudes à un moment donné et qu'il y a un peu de gras qu'on peut couper, mais relativement, il y en a peu. Les seules coupures que l'on peut apporter, c'est par un changement catégorique de philosophie. Dans ce cas-ci, c'est vrai que les exigences budgétaires nous poussent à réaliser ce changement de philosophie. Mais on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Ainsi, je suis convaincu... je m'excuse, M. le Président, je croyais avoir 15 minutes. Est-ce que j'ai 10 minutes seulement? C'est afin qu'il y ait échange. J'essaie de répartir d'une façon équitable les échanges entre les deux intervenants. Alors, à ce moment-là, si... bon. C'est parce que j'ai calculé que j'avais commencé depuis 8 minutes. Est-ce que je me trompe? Exactement, 9 minutes 12. Bon, alors, je termine de toute façon là-dessus. Ce changement de philosophie, on pourra le faire de toute façon à compléter au cours des échanges. Mais ce changement de philosophie, notamment en matière pénitentiaire, je ne peux pas le réaliser en l'espace d'une année, c'est évident. Des prisons sont construites, des habitudes sont prises,
Et puis, notamment dans le domaine correctionnel, il faut bien comprendre que je n'ai aucune espèce d'influence sur la clientèle qui nous est envoyée, puisqu'elle nous est envoyée par les tribunaux. Mais j'ai annoncé dans un plan stratégique, j'espère que dans l'espace de 3 ans, nous pourrons changer de philosophie et dans la protection du public, que l'on nous comprenne bien, il ne s'agit pas de libérer des délinquants qui seraient dangereux. Mais l'on doit comprendre que mon ministère ne s'occupe que des délinquants qui sont condamnés à des sentences de moins de 2 ans. Donc, des gens qui vont retourner dans la société. Des gens, par conséquent, que je voudrais qu'ils retournent dans la société moins dangereux qu'ils n'y sont entrés. Et donc, par des moyens de réinsertion sociale, je voudrais aussi qu'on réalise certaines données. Pour conclure, M. le ministre. Bon, mais d'accord. Alors, peut-être que j'aurai l'occasion d'élaborer là-dessus, que l'on comprenne pour le moment que ce virage, je l'amorce au cours de l'année prochaine, mais j'espère le compléter d'ici 3 ans. Alors, M. le député de Frontenac, pour vos remarques préliminaires. Merci, M. le Président. Alors, M. le Président, c'est avec beaucoup de plaisir que j'aborde cet après-midi le premier volet de la discussion avec M. le ministre sur les crédits qu'il a défendus auprès de sa collègue, Mme la présidente du Conseil du Trésor, en ce qui a trait à ses responsabilités spécifiques à lui, la sécurité publique. Monsieur le Président, on comprend de notre côté, du côté de l'opposition officielle, que le gouvernement du Québec, comme à peu près tous les gouvernements en Amérique, sont confrontés à des situations de finances publiques difficiles. Et j'ajoute tout de suite que c'était pas plus facile l'an passé pour le gouvernement qui a précédé le gouvernement de M. Johnson et également le gouvernement de M. Bourassa. Et on s'était fait un devoir au dernier exercice du genre, M. le Président, de protéger quant aux compressions des secteurs qui, pour nous, et j'espère également pour le gouvernement actuel, doivent être protégés compte tenu de toutes les circonstances, compte tenu des besoins de plus en plus criants de la population dans des secteurs précis. M. le ministre aura compris que je fais référence, évidemment, aux secteurs que sont la santé, l'éducation, le développement régional, et j'ajoute également la justice et la sécurité publique, qui, quant à moi, évidemment, je m'en tiendrai cet après-midi à des commentaires sur ce qui nous intéresse particulièrement, la sécurité publique, la justice sont des institutions fondamentales dans une société démocratique comme la nôtre. Alors, on va cet après-midi, M. le Président, à peine aborder ces sujets extrêmement importants que touche la sécurité publique, le document que j'ai sous les yeux qui résume les argents mis à la disposition de M. le ministre pour protéger essentiellement la société québécoise. On aura l'occasion au cours des prochaines semaines, des prochains jours, de revenir à l'occasion d'un autre exercice semblable, de revenir sur des points très précis et très spécifiques. Monsieur le Président, ma première question, et je reviendrai tout à l'heure sur des questions beaucoup plus générales, mais je veux tout de suite interroger M. le ministre sur 2 dossiers ad hoc. Je voudrais, dans un premier temps, savoir quand lui remettra-t-on le dossier d'enquête dans l'affaire Bouliane, le juge en chef du Québec, M. le juge Gobeil. Ce sont évidemment des faits qui sont publics et est à vérifier, à enquêter la conduite du coroner Bouliane. Et je ne reviendrai pas sur les éléments de l'enquête. Ça a été discuté ici à l'Assemblée nationale et également avec beaucoup de prudence en dehors de l'Assemblée nationale. Je voudrais, dans un premier temps, que M. le ministre m'indique quand il prévoit pouvoir quand l'enquête devrait, selon lui, être terminée et quand aura-t-il en main les conclusions de l'enquête de M. le juge en chef. Mon deuxième dossier, M. le ministre l'aura sûrement deviné, je dois savoir si sa période de réflexion est terminée sur les suggestions qui lui ont été faites. De mettre en place une enquête publique, une commission d'enquête publique en regard du dossier des motards. La semaine dernière, le ministre nous a indiqué qu'il prendrait un temps de réflexion
avant d'arriver à une décision finale, compte tenu des circonstances. Je crois qu'une semaine de réflexion ou à peu près a été suffisante. J'aimerais entendre le ministre nous répondre dans un premier temps, Monsieur le Président, spécifiquement sur ces deux questions-là. Et je reviendrai tout à l'heure sur, évidemment, des questions beaucoup plus globales. Alors, Monsieur le ministre. Je vous salue, Monsieur le Président. Alors, quant d'abord à l'enquête sur le coroner Boulian, le député de Portneuf réalise sans doute, Monsieur le Président, qu'il me demande là une information sur une enquête qui est faite par quelqu'un qui ne relève pas de ma juridiction, qui est évidemment qui doit disposer d'une grande indépendance puisqu'il est le juge en chef de la Cour du Québec. Cependant, je peux vous dire que le juge en chef de la Cour du Québec a laissé entendre au coroner-chef que son rapport serait probablement prêt pour Pâques, serait probablement prêt avant Pâques, peut-être un peu plus tard s'il y a des problèmes de traduction. Alors, bon, ça c'est pour le coroner Boulian. Maintenant, pour ma réflexion sur une commission d'enquête sur les motards. Vous avez pu voir que je ne suis pas tout seul à réfléchir et que depuis que le député de Portneuf m'a posé cette question en chambre, d'autres personnes ont exprimé des opinions diverses. Mais la plupart du temps, vous le reconnaîtrez, particulièrement en fin de semaine, à peu près dans le sens des inquiétudes qui me retenaient d'acquiescer sans réserve à sa suggestion. Je peux dire que, d'abord, je voudrais bien, trop souvent dans le passé, des politiciens face à un problème compliqué, plutôt que de l'affronter, le remettaient à une commission d'enquête et le problème était reporté, quant à eux, à plusieurs années. C'est certainement pas l'attitude que je voudrais avoir, surtout pas dans un dossier aussi important. Je dois dire que ma réflexion est pas mal avancée, même si je garde quand même l'esprit ouvert à d'autres suggestions. Parmi les éléments de ma réflexion, je voudrais que nous utilisions les ressources que nous avons de la façon la plus efficace pour empêcher que la guerre des motards criminalisés, rappelons-le, n'est-ce pas, il ne faut jamais parler juste des motards. Hein? Il y a 60 000 motards au Québec, il y en a moins de 1 000, selon les estimations de la police, qui sont criminalisés. Alors, mon premier souci, c'est de s'assurer que cette guerre entre bandits ne fera pas de victimes. Et moi, je dis, quant à moi, ne fera pas de victimes du tout. Je sais bien que pour plusieurs, ça ne les dérangera pas qu'ils fassent des victimes entre eux. Mais c'est évident qu'au premier chef, nous serions tous extrêmement malheureux que cette guerre fasse des victimes innocentes, c'est-à-dire des victimes qui n'ont rien à voir avec les groupes de motards. Alors, une chose est certaine, une commission d'enquête, quand même, je l'annoncerai demain matin, par le temps qu'elle va partir. C'est pas ça qui va arrêter les bombes de sauter à Montréal aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, et je dirais même dans l'année prochaine. Alors, ma première préoccupation comme ministre de la Sécurité publique, c'est de m'assurer que toutes les mesures sont prises pour empêcher cette guerre d'avoir les conséquences funestes que nous appréhendons tous. Pour qu'une commission d'enquête réussisse, et ça, c'est un autre élément de réflexion, les gens que je consulte, particulièrement les policiers que je consulte, nous disent tous que cela prendrait un délateur qui accepterait, enfin un ou plusieurs délateurs, qui accepteraient de témoigner devant cette commission d'enquête. Et dans l'état actuel de la pénétration policière de ces groupes, on n'a pas encore trouvé pareil individu. Il faut comprendre que la pénétration de ces groupes est extrêmement difficile par le fait, d'une part, si on prend par exemple à la tête les Hells Angels, qui ne sont que 74 au Québec, soit dit en passant, nous les connaissons tous. Et si les Hells Angels ont une telle influence, c'est parce qu'ils n'agissent jamais directement, mais par l'intermédiaire de groupes de motards criminalisés qu'ils parrainent. Par exemple, celui qu'on a arrêté en fin de semaine, André Mom-Boucher, était, croyons-nous, l'un de ceux qui parrainait le groupe des Rockers
lui-même était un Hells Angels et il parrainait le groupe des Rockers. Pour monter dans la hiérarchie de ces bandes de motards organisées, il faut avoir commis un crime important au service de l'organisation. C'est évidemment une limite qu'ils savent bien que les agents doubles policiers ne franchiront pas. Pire encore, on me dit que, pas nécessairement au sommet, mais pas loin du sommet, ou un peu distribués dans l'organisation, il y en a qui s'appellent les filthy ones, que je pourrais traduire en bon français par les affreux, hein? Comme ils veulent s'appeler eux-mêmes. Et ceux-là s'appellent ainsi parce qu'ils ont tué pour l'organisation. Et dans ces circonstances, c'est évident que toute personne qui, de l'intérieur de l'organisation, viendrait témoigner serait marquée pour la vie et que nous devons lui assurer sa sécurité pour le restant de ses jours. Et je ne m'attends pas à ce que ces gens nous demandent leur sécurité à l'intérieur d'un pénitencier. Enfin, tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui est prêt à venir parler en public, comme on l'a fait au cours des enquêtes sur le crime organisé durant ces dernières années, l'enquête risque d'avoir peu d'effet. Pendant ce temps-là, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Pendant ce temps-là, on met énormément d'enquêteurs. Il y a une enquête complète de 16 policiers à la Sûreté du Québec. J'ai passé moi-même 3 heures, plus de 3 heures avec les autorités de la Sûreté du Québec en fin de semaine pour m'assurer que toutes les mesures étaient prises. Et je peux vous dire que si ce n'était pas de l'action policière actuelle, si c'était pas... Le malheur dans ce cas-ci, c'est que quand nous avons des succès, personne n'en entend parler parce que justement, il ne se passe rien. Notre succès, c'est qu'il arrive rien. Hein? Alors, mais quand même, on a au-delà de 82 arrestations, au-delà de 200 accusations qui ont été portées depuis le mois d'octobre, plusieurs saisies d'explosifs. Nous en avons fait 2 d'importance sur sa Boucherville et un autre sur la Rive-Sud, Anjou, pardon. On sait bien que ces saisies d'explosifs ont empêché des explosions d'avoir lieu. Monsieur le député de Frontenac. Le ministre, ne retenant pas la suggestion qui lui a été faite par différents intervenants de mettre en place une commission d'enquête publique, et en même temps, et je vois là jusqu'à un certain point de contradiction, je voudrais l'entendre m'expliquer comment il pourra procéder quant à la protection de la sécurité publique en général, non seulement au niveau du dossier des motards criminalisés. Pas d'enquête publique, mise en place de moyens, et je reprends un peu une partie de la réponse qu'il nous avait donnée la semaine dernière, mise en place de moyens additionnels aux forces policières du Québec, mais en même temps, Monsieur le Président, c'est ça qui m'apparaît paradoxal, devoir composer avec une diminution des crédits en matière de sécurité publique de 50,9 millions. C'est ce qui apparaît à la page 206 du cahier des crédits, et je m'explique. 50,9 millions sur les activités en matière de sécurité publique ou les différents postes de dépenses en matière de sécurité publique, 94-95, compensés par un ajout de 27,4 millions quant à des activités additionnelles ou nouvelles, entre autres, ouverture de nouvelles prisons, contrôle accru en matière de jeux, loterie, vidéo et contrebande. Mais essentiellement, Monsieur le Président, le ministre de la Sécurité publique doit composer avec des compressions de 50,9 millions sur les activités 94-95. Alors, comment peut-il concilier ce que je viens d'énumérer, ce qui apparaît dans les propres documents du ministre, et ce qu'il est en train de nous expliquer, qu'on a au Québec la situation bien en main par les moyens standards, réguliers, usuels pour le contrôle du crime sous toutes ses formes ou la protection du public, de tous les Québécois, de toutes les Québécoises, Monsieur le Président. Monsieur le ministre. Voilà le défi que nous avons, que tout gouvernement actuellement en Amérique du Nord, je pense, en tout cas, le défi que nous avons l'intention de relever, faire mieux avec moins.
Et nous n'avons pas le choix. Il faut absolument, c'est ce que l'ensemble de la population attend de nous. Ils ne veulent pas qu'on augmente les taxes et ils veulent essentiellement qu'on maintienne la même qualité de service. Il y a un ensemble... il y a un ensemble d'économies. Moi, j'ai comme chiffre 60,5 millions dans mes notes, ce qui est quand même pas loin de votre 50,9. Là. Je crois qu'il y a une grosse différence. J'ai donc livré mon 8,3 de compression. C'est l'addition de bien des petites choses, mais aussi l'utilisation de technologies modernes. La coupure par exemple, nous allons couper dans le temps supplémentaire des policiers en cours par un meilleur travail des procureurs de la Couronne dans leur assignation, par un meilleur contrôle des remises, par, nous espérons, la possibilité de pouvoir faire comparaître les gens, de diminuer le transport des prisonniers en les faisant comparaître par voie de vidéo, et ainsi de suite. C'est ce genre c'est l'accumulation de ces petites... ces petites compressions un peu partout qui font finalement que l'on trouve dans un budget quand même considérable au-delà de 700 millions de dollars que l'on réussit à trouver 60,5 millions à couper pour en rajouter d'autres. Mais je peux vous dire que cela ne met pas en danger la sécurité publique. Puis, voyez-vous, vous me dites d'une part, il faut que vous coupiez, c'est ce que vous ne cessez de répéter. Votre parti politique proposait même une loi nous empêchant de faire un déficit. Je vous pensez que ce n'est pas par des lois qu'on s'empêche de faire un déficit. C'est justement, si on n'augmente pas les taxes, si on n'augmente pas les taxes, c'est en coupant les dépenses. Hein? Parce qu'actuellement, on a toujours eu des déficits. Donc, si on veut arrêter d'en faire, il faut ou bien augmenter les taxes ou bien diminuer les dépenses. Alors, il faut diminuer quelque part, si on veut... J'ai l'impression que votre loi sur le déficit, vous ne l'auriez pas respectée plus que la loi 50, hein? Celle que vous promettiez de tenir un référendum. Ça aurait été à vôtre. Mais enfin, il y a toutes sortes... Bon, quant à la lutte aux motards criminalisés, puis en plus, c'est ça, vous me demandez de faire une commission d'enquête. Vous savez combien ça coûte, les commissions d'enquête, hein? Pendant longtemps. Et puis les premiers bénéficiaires des commissions d'enquête, vous savez très bien que c'est les avocats qui sont dessus. Et puis c'est les avocats qui ont à représenter des témoins là-dessus. Alors je trouve que justement, c'est la raison pour laquelle j'hésite à faire une commission d'enquête. C'est que je cherche, dans les ressources que j'ai, à les utiliser au maximum. Maintenant, il me reste quand même 4000 policiers à la Sûreté du Québec. Je me suis assuré qu'effectivement, déjà, on a augmenté le nombre d'enquêteurs à plein temps sur le problème des motards criminalisés à la Sûreté du Québec. Il y en a 16 maintenant à plein temps. On s'est assuré aussi de faire la liaison et d'échanger les informations avec l'escouade équivalente à la SPCUM et d'utiliser aussi l'escouade équivalente à la GRC, de diviser le travail, d'échanger les informations. On travaille aussi en collaboration avec l'ensemble des corps policiers du Québec. D'abord, ces 16 enquêteurs peuvent avoir recours à environ 500 autres enquêteurs qui enquêtent sur d'autres types de crimes, comme les crimes importants, comme les homicides, et ainsi de suite. Ils diffusent ensuite les informations sur les motards criminalisés à l'ensemble des corps policiers du Québec, de sorte que chaque patrouilleur peut, par exemple, faire son apport aux informations qu'on a sur l'ensemble. C'est ça qui permet, c'est pas nécessairement une question d'argent. Je sais qu'avant nous, la tendance des politiciens devant un problème important, c'était soit de faire une loi, donc qui faisait semblant de faire quelque chose, même si ça ne réglait rien, alors que le problème, c'était surtout de les appliquer, les lois. Alors, soit de faire une loi, soit de l'envoyer à une commission d'enquête, soit d'envoyer des millions sur le problème. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Ce que l'on doit faire, c'est que devant un problème, parce qu'après tout, la police est là pour s'occuper du crime organisé, devant un problème comme celui des motards criminalisés, c'est d'utiliser les effectifs que nous avons. Alors, Monsieur le député de Frontenac. Monsieur le Président, je voudrais rappeler à Monsieur le ministre que tout à l'heure, en faisant référence
au crédit pour l'ensemble des activités de la sécurité publique, et je lui en tiens pas rigueur, il a mal interprété ce qui s'est passé en 94-95 en regard des crédits et des dépenses réelles. En matière de sécurité publique, M. le Président, on avait prévu des crédits l'an passé de 733 millions, alors que dans les faits, on a dépensé 736 millions. De sorte que je rappelle à M. le ministre qu'à partir de maintenant, lorsqu'il fera un comparable avec l'an passé, je lui suggère de s'en tenir à la réalité qui est de 736 millions. Parce qu'on nous reproche d'avoir joué le jeu des périmés dans d'autres activités gouvernementales, ce qui est faux, mais à l'évidence, en matière de sécurité publique, il n'y a pas eu de crédit périmé, tout au contraire. Il y a eu des ajouts de 3 millions en cours d'exercice. De sorte que le chiffre que le ministre doit avoir à l'esprit, c'est une dépense réelle de 736 millions. C'est ça le comparable 94-95. Monsieur le Président, j'imagine que M. le ministre a discuté au cours des derniers jours avec son nouveau directeur de la Sûreté du Québec, qui doit être, lui, pas mal déçu et inquiet, en partant de ce qu'il a déclaré en janvier, et je le cite, qu'il espérait « Mon objectif, plutôt que de gonfler la facture, est de faire en sorte que l'on innove ensemble pour faire mieux avec ce qu'on a. » Alors, ce qu'espérait M. Barbeau, oui, évidemment, ça va de soi, c'était à tout le moins de pouvoir disposer des mêmes sommes d'argent au niveau des activités de la Sûreté du Québec cette année, même somme d'argent que l'an passé. Monsieur le directeur de la Sûreté du Québec a compris qu'il devra composer avec 22 millions de moins, Monsieur le Président. Alors, je ne sais pas quelle est la réaction de Monsieur le directeur de la Sûreté du Québec, et je conviens qu'il doit discuter de tout ça avec son patron. Mais comment, Monsieur le ministre, va-t-il pouvoir convaincre son directeur, peut-être ce soir à l'occasion de la rencontre que vous aurez avec les différents chefs de police municipaux, je ne sais pas si en cours de route vous aurez l'occasion de discuter avec le directeur général de la Sûreté du Québec, mais comment allez-vous pouvoir convaincre votre directeur de la Sûreté du Québec que vous devrez faire plus, non pas avec les mêmes enveloppes, mais avec beaucoup moins? Alors, est-ce que, autrement dit, en résumé, il y aura une nouvelle stratégie, des réalignements, une remise en question de certaines actions policières? J'aimerais que M. le ministre me fasse ses commentaires sur ce point-là, et je termine ce volet de mon intervention en disant, M. le ministre, que j'apprécie qu'il y ait au moins de ce côté de l'Assemblée nationale un parlementaire membre de l'exécutif qui reconnaît l'utilité d'avoir comme gouvernement, le gouvernement canadien, puisqu'il nous dit, et ça aussi, M. le Président, il y a une contradiction, à tout le moins apparente, entre ce que le ministre a indiqué tout à l'heure. Je suis d'accord, je l'apprécie, puis c'est bien qu'il y ait une liaison très serrée avec la GRC, alors qu'en janvier, M. le ministre parlait déjà d'une police nationale. La Sûreté du Québec devant devenir, dans un Québec séparé, la police nationale, et éliminant du revers de la main l'utilité de la GRC quant à la protection des citoyens du Québec, alors qu'il m'indique que dans la stratégie générale, au niveau des corps policiers du Québec, la GRC est un élément important. Monsieur le Président, j'aimerais que M. le ministre me fasse ses commentaires sur ces deux points-là. La réaction de son directeur général et la collaboration de la GRC, qu'il reconnaît comme étant, sinon fondamentale, extrêmement importante, M. le Président. Bon, alors moi, j'ai noté... je n'ai pas noté deux, je n'ai noté 3 points. Et peut-être avez-vous regretté le premier. Je pense qu'effectivement, vous réalisez sur quel terrain glissant vous vous étiez engagé vous-même. Quand vous dites que vous aviez voté 733 millions
et que nous en avons dépensé 736 durant l'année. Je peux vous donner des exemples. C'est parce que votre ministre des Finances avait développé de très belles façons de cacher les dépenses pour présenter ses budgets. Et j'en ai découvert moi-même quand je suis arrivé comme jeune ministre de superbes. Par exemple, on est autorisé par le Conseil du Trésor, et donc le ministre des Finances doit être au courant. Il y a de la construction de prisons qui est autorisée, et elles doivent être livrées en plein milieu de l'année fiscale. 2. Rivière-du-Loup, Rimouski. Alors, le ministre des Finances sait que ces prisons vont s'ouvrir. Il faut déménager. Il sait que les nouvelles prisons coûtent plus cher que les vieilles. Il connaît les trucs de la SIC. Ça, c'est tout un sujet en soi. Il faut payer des loyers plus élevés dans les nouvelles prisons. Il n'y a aucun budget qui est prévu pour les nouvelles prisons. Alors, c'est évident que quand on arrive devant la situation, le ministère est obligé de dépenser plus. Mais dans ce cas-là, moi, j'ai refusé et j'ai dit, bon, il ouvrira dans la prochaine année financière. Mais il y a plein Interrompre le ministre, ensuite, si on veut se comprendre, M. le Président. Il y a des... Bon, laissez-moi, là, je vous ai laissé tout le temps qu'il fallait, non pas pour poser une question, mais pour faire vos commentaires. Non, mais c'est pas une réponse. Laissez-moi faire les miens en réponse là. S'il vous plaît... Monsieur le Président, si je comprends bien, c'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, prenez les notes, s'il vous plaît, puis on pourra peut-être... Faites comme j'ai fait. Au terme de... Monsieur le Président, si le ministre va avoir un échange tout échevelé, moi, je propose un échange intelligent. Justement, un échange intelligent suppose que nous parlions ça se fait par question-réponse immédiate. Si je ne suis pas satisfait, je suggère... C'est à vous de vous arrêter quand vous avez posé la première question. Mais moi, j'ai entendu la première, j'ai entendu la deuxième, j'ai entendu la troisième. Là, j'en ai trois. Moi, ils répondent les trois dans l'ordre. S'il vous plaît, là, répondez, puis à l'avenir, peut-être, vous tiendrez compte d'une question-réponse et on pourra peut-être alterner plus rapidement. Le partage du temps aussi, monsieur le Président. Maintenant, j'allais vous dire... Je vous inviterai peut-être aux trois à répondre assez rapidement, là, je vais prendre autant de temps pour répondre que de temps pour poser la question. D'habitude, ça prend plus de temps à répondre que questionner. Ça, je l'ai remarqué, ça. Oui. Bon. En tout cas, c'était ça pour les bons avocats. Ils posaient des questions courtes. Mais dans les... Quant à la sûreté du Québec, je peux vous dire... Ça dépend du témoin, M. le Président. Si le témoin ne comprend pas, un avocat est obligé de répéter, et même à raison d'une fois par semaine. J'ai l'impression que si vous voulez m'interrompre, c'est parce que j'ai trop bien répondu à votre première question sur les dépenses réelles du gouvernement. Et que j'ai découvert quand j'étais arrivé comme jeune ministre... S'il vous plaît, venez donc... Alors, voici pourquoi les dépenses ont été si claires. C'est que dans le budget, on n'avait pas prévu des activités que, de toute façon, le ministère devrait assumer durant l'année. Alors, quand on est arrivé durant l'année, on a dû en rajouter. En plus, dans votre politique de coupure aveugle, vous coupiez également dans des activités qui rapportaient des revenus au gouvernement. Alors, nous avons effectivement, quand nous sommes arrivés, rajouté des montants pour la lutte à la contrebande, la lutte à l'alcool. Nous avons réglé le dossier des vidéoloteries, ce qui a coûté un certain prix au ministère de la Sécurité publique, mais qui s'est traduit, par contre, par des revenus beaucoup plus considérables que ce que ça a coûté au ministère de la Sécurité publique, au ministère du Revenu. Quant à la Sûreté du Québec, je peux vous dire que M. Barbeau, dès le début de son mandat, a reconnu qu'il allait respecter les contraintes budgétaires du gouvernement. Et le plan stratégique qu'il nous a présenté respectait ces contraintes budgétaires et il a l'intention de continuer. Et nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. Pourquoi peut-il le faire? Je suis prêt à reconnaître que certaines des choses qui lui permettent de le faire, ça va être qu'il va tirer parti d'investissements qui ont été faits par le gouvernement antérieur et que nous allons continuer, comme par exemple un meilleur réseau de communication. Entre autres, je sais que dans le plan stratégique de M. Barbeau, que je laisserai annoncer lui-même, mais par exemple, il entend multiplier les points de service tout en faisant des réductions. Mais c'est évident que tous les points de service ne pourront être ouverts 24 heures par jour. Par contre, en augmentant la mobilité des patrouilleurs, en augmentant la capacité du réseau d'information, nous serons capables de donner des réponses plus rapides aux citoyens. C'est comme ça aussi
qu'on va faire des économies à la Sûreté du Québec. Quant à la GRC, moi, actuellement, on connaît mes options fondamentales, et mes options fondamentales supposent que si et quand le peuple du Québec nous aura donné son accord, nous commencerons à réaliser le processus d'accession à l'indépendance, ce qui devrait éventuellement amener la GRC à disparaître, mais c'est évident qu'il y a dans la GRC bien des Québécois qui voudront rester au Québec. Ceux qui voudront partir partiront, mais ceux qui voudront continuer à faire des activités policières seront intégrés à la Sûreté du Québec. En attendant, la GRC, elle est payée par nos taxes. J'ai remarqué d'ailleurs que ce gouvernement agissait encore comme si les ressources financières étaient presque inépuisables. Et j'ai remarqué que la GRC au Québec est très bien équipée. Alors, cet équipement-là qui a été payé autant par les taxes des Québécois que par les gens d'ailleurs, on a droit d'utiliser notre portion. Et puis, j'ai remarqué que les gens de la GRC sont prêts à des fins policières. Vous savez, pour les gens de la GRC, comme pour les gens de la Sûreté du Québec, ils ne se préoccupent pas de savoir la nationalité d'un bandit. La lutte au crime est ce qui unit tous les policiers, puis ce qui continuera à les unir lorsqu'on aura réalisé l'indépendance. Et tout le monde comprend qu'on a avantage non seulement à mettre nos ressources en commun, mais à éviter d'enquêter les mêmes choses, puis à éviter de se piler sur les pieds. Et si un corps de police a de meilleures informations dans un domaine, eh bien, il continue à fouiller ce domaine. Et moi, quant à moi, tant qu'il y aura ici des agents de la GRC qui seront payés par les taxes des Québécois, je pense que c'est de la bonne gestion que d'utiliser leurs ressources. D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour les individus et même pour l'organisation, sauf ce qu'il y avait en haut sur la sécurité, là, puis qui espionnait le ministre, mais, ou encore les gens qui faisaient des activités politiques. Mais sur le terrain, là, les gens qui font de la lutte au crime organisé, j'ai beaucoup de respect pour cette organisation et j'espère que nous pourrons les intégrer lorsque nous ferons l'indépendance. Pour le moment, je vais continuer à accepter leur offre de collaboration. Oh, merci, M. le ministre. Alors, M. le député de Frontenac, Monsieur le Président, vous avez la parole, non? Je suis assez surpris de voir la réaction du ministre, une réaction passablement agressive sur rien d'autre que des chiffres. Alors, je comprends que le ministre, de par sa réaction, m'indique qu'il n'avait pas saisi, jusqu'à ce que je lui rappelle, la différence entre des crédits et des dépenses réelles. Et le ministre, M. le Président, aura beau faire, aura beau dire, aura beau essayer de convaincre ses collègues, ce que je lui dis essentiellement, M. le Président, c'est qu'on a dépensé au gouvernement. Le gouvernement libéral a dépensé en matière de sécurité publique en 94-95, 736 millions, M. le Président. Et je lui dis, c'est là qu'est la barre, 736 millions et non pas 733 millions. C'est ça la différence entre des crédits et des dépenses réelles, M. le Président. Peut-être que le ministre ne l'avait pas réalisé, je viens de lui rappeler, là. Ça l'a peut-être choqué, ça l'a peut-être rendu maussade de réaliser qu'il s'était trompé dans son interprétation, mais moi aussi, je l'ai appris il y a à peu près une dizaine d'années qu'il y avait une différence entre des crédits et des dépenses réelles. Il vient de l'apprendre, M. le Président. M. le Président, oui. Bon, parfait, je vais répondre à ça. Je sais très bien la différence, comme tout le monde, entre un crédit et une dépense. Mais à mon avis, justement, une façon intelligente de gouverner, c'est qu'en autant que possible, quand vous prévoyez des crédits, c'est le montant des dépenses que vous ferez en cours d'année. Or, systématiquement, vous autres, vous prévoyez toujours moins de crédits que ce qui a été nécessaire pour couvrir l'année. Alors, vous présentiez des très beaux budgets, puis c'est drôle, comme à la fin de l'année, tout le monde réalisait que vous aviez dépensé beaucoup plus que ce que vous aviez prévu puis ce que vous aviez annoncé dans vos discours du budget. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Et le premier ministre, qui connaît bien mieux les affaires financières que moi, nous a assuré qu'à l'avenir, nous aurions des enveloppes fermées. Et que dans la mesure du possible, parce qu'il peut toujours arriver des imprévus en cours d'année, ça, tout le monde comprend ça.
Puis d'autant plus que quand vous dites 736 millions que vous avez dépensés, c'est pas vrai. Il y en a là-dedans que nous avons dépensés. Et parmi ces dépenses-là, comme je l'ai signalé, il y a celles que nous avons réajoutées pour la lutte à la contrebande, pour la lutte aux vidéoloteries illégales, et qui sont des dépenses qui étaient faites pour que nous fassions des revenus, hein, et qui se sont traduits d'ailleurs par l'augmentation de revenus ailleurs. Bon. Alors, Monsieur le député de Frontenac. Monsieur le Président, le ministre, il est là depuis 6 mois. Il a sûrement réalisé que sa responsabilité, qui est la sienne comme ministre de la Sécurité publique, pourrait éventuellement l'obliger à se battre avec sa collègue du Trésor pour justement, en cours d'exercice, de devoir obtenir des crédits additionnels. Et c'est, Monsieur le Président, ce qui s'est passé en 94-95. Et le ministre a sûrement compris qu'on ne peut pas tout prévoir en matière de sécurité publique, et qu'il a des responsabilités, lui, qu'il ne peut pas évaluer au moment où on se parle, et je lui parle entre autres de la sécurité civile, Monsieur le Président. Que le Québec soit protégé contre des débordements de rivières, tempêtes comme celles qu'on a connues au cours de la dernière année, parce que je comprends que le ministre n'aura pas l'autorité politique lui permettant d'aller chercher auprès de sa collègue du Trésor des crédits additionnels, Monsieur le Président. Lorsqu'il me dit qu'il faut être capable d'opérer lorsqu'on est un gouvernement responsable, lorsqu'on est un ministre responsable, qu'on doive, Monsieur le Président, administrer à l'intérieur des balises mises en place en début d'exercice, c'est-à-dire les balises financières, c'est-à-dire les crédits, je comprends, Monsieur le Président, de la réponse du ministre que peu importe ce qui arrivera au Québec au cours de la prochaine année, quant aux activités qu'il a sous son contrôle, on devra, Monsieur le Président, se contenter de ce qui a été prévu en cours d'année, 712 millions. Est-ce que c'est ça que le ministre est en train de me dire, Monsieur le Président? Que l'imprévisible, pour lui, n'existe pas, Monsieur le Président. Monsieur le ministre. La façon dont vous gouverniez auparavant, il y avait une chose qui était prévisible, c'est que vous dépenseriez nécessairement plus que ce que vous aviez prévu. Et il y a beaucoup de dépenses qui étaient prévisibles, qui volontairement n'étaient pas prévues dans le budget pour présenter un beau budget. Nous, on cherche à présenter le budget le plus juste possible. C'est-à-dire que les crédits qu'on nous allons vous demander de voter, c'est les crédits que nous croyons honnêtement sont les crédits nécessaires et suffisants pour couvrir l'année dans un ministère, et nous en entendons nous tenir, sauf circonstances exceptionnelles. Et quand il y a des circonstances exceptionnelles, vous le savez sans doute, c'est à ça que sert le fonds de suppléance. Justement, vous tombez sur un sujet, c'est la raison pour laquelle nous cherchons, dans le cas de la sécurité civile, justement, qui permet non seulement de lutter de secourir les gens victimes d'inondations, d'incendies, et ainsi de suite, nous avons prévu une augmentation, là, de 4,6 %. Évidemment, dans un cas comme ça, surtout quand il s'agit de l'indemnisation des victimes de ces catastrophes, nous sommes un peu comme une compagnie d'assurance. Hein? Et on ne peut pas prévoir dans l'absolu. Enfin, j'aurai des annonces là-dessus. Nous allons simplifier le système en cours d'année, mais vous tombez un peu mal, parce que justement là-dessus, prévoyant, on se base sur vos expériences passées, hein, pour que cette fois-ci, nous ayons prévu plus d'argent pour répondre à la moyenne des catastrophes et de l'aide qu'on a à donner en cas justement de sinistre. Alors, Monsieur le député de Frontenac, je vous rappelle qu'il reste 11 minutes au débat et on pourra peut-être réserver 5 minutes au ministre pour clore à la fin ce qu'on appelle le droit de réplique. Alors, Monsieur le député de Frontenac. Monsieur le Président, l'Association des directeurs de police et de pompiers du Québec est au moment où on se parle en réunion ou en congrès. Monsieur le ministre, sauf erreur, des rencontres ce soir. Il y a 169 corps de police comptant 10 policiers ou moins au Québec. Et pour plusieurs d'entre eux, c'est-à-dire que de façon générale, sauf exception, les dirigeants de l'Association des directeurs considèrent qu'il y a trop de corps de police au Québec.
je voudrais savoir du ministre si il a réfléchi à cette question et où il en est. Où il en est, Monsieur le Président, quant à l'évaluation de l'ensemble des corps de police municipaux au Québec, et est-ce qu'il a l'intention de collaborer ou non à un réajustement quant au nombre des corps de police municipaux, comptant 10 policiers et moins. Monsieur le ministre. Alors, vous avez raison. Ils sont en symposium actuellement. Apparemment, c'est salle comble, en ce sens que pratiquement tous les directeurs de police du Québec ont décidé d'assister à ce symposium. Et ils m'ont fait l'honneur de m'inviter à leur parler. Et je dois justement leur annoncer ce soir mes orientations. Je peux vous dire qu'effectivement, j'entends terminer ce qui a déjà été entrepris et ce qui a été, à mon avis, laissé en plan trop longtemps. Maintenant, ma façon de gouverner, surtout avec des gens de cette qualité et de ce dévouement, c'est de chercher à obtenir des consensus à l'intérieur de paramètres quand même assez clairs. Je crois que ces consensus peuvent être atteints rapidement, c'est-à-dire, j'espère bien, moins d'un mois. Mais s'il n'était pas atteint d'ici, dans un délai très court, il est évident que je devrais faire les arbitrages qu'il faut. J'ai bien l'intention de les faire. Mais comme j'ai préparé, comme nous avons préparé, disons, au ministère, cet énoncé de politique que je dois livrer ce soir à l'Association des directeurs de police et de pompiers du Québec, vous me permettrez peut-être de vous donner une copie de mon discours demain et vous aurez les réponses à vos questions. Pour le moment, je leur avais réservé la primeur. Vous n'en voudrez pas trop, j'espère. Oui, si le ministre veut bien me remettre son texte avec un embargo jusqu'à 20 heures ce soir, moi, j'apprécierais, mais c'est une suggestion que je lui fais. Monsieur le Président... Réfléchirez moins longtemps qu'à la commission d'enquête. Monsieur le Président, est-ce que le ministre entend aborder avec ses directeurs de police son intention de mettre en place un service d'inspectorat qu'on appelle la police des polices? Et si oui, j'aimerais qu'il m'indique comment il voit éventuellement la mise en place d'un tel organisme en parallèle avec le comité de déontologie. Comment, de toute évidence, c'est pas le même rôle et objectif qu'on vise avec la mise en place d'un service d'inspectorat, mais jusqu'à un certain point, ça se rejoindrait si éventuellement le ministre donnait suite à cette réflexion-là. Mais je voudrais l'entendre, Monsieur le Président, très rapidement, là, faire l'analyse très rapide de la coexistence des deux organismes en question si ça se produisait. Alors, Monsieur le ministre. Bien, ça, Monsieur le Président, c'est prévu à mon agenda de la semaine prochaine. Public. Non, c'est pas public. Il me reste quand même une rencontre importante à faire avant de faire l'annonce en question. Là, on vient de lancer spéculation sur ce que ça va être, mais je veux dire, je peux dire que mes décisions, je n'ai pas complètement peaufiné mon plan. D'ailleurs, qui n'est pas le mien, très honnêtement, qui est celui des gens à qui je vais confier les responsabilités. Mais encore là, vous devriez avoir une annonce dans ce cas-ci d'ici une semaine. Merci bien, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Frontenac. Monsieur le Président, on prévoit au crédit, au poste des activités carcérales, les prisons, l'administration des prisons correctionnelles, des montants de 224 millions versus 228 millions pour l'année 94-95. Il y a actuellement, au moment où on se parle, Monsieur le Président, j'apprends rien au ministre, 24 prisons
l'objectif du ministre est de fermer 8 prisons au cours des prochaines années. Entre autres, ce sont, sauf erreur, des prisons identifiées. Laval, Joliette, Sorel, Cowansville, Waterloo, Valleyfield, Saint-Hyacinthe et Sept-Îles. On a déjà procédé à la fermeture de partenaires pour relocaliser ces services-là à Rivière-des-Prairies. Il y a un réajustement également du côté de la prison de Laval. Alors, je voudrais entendre le ministre, parce qu'il hoche la tête, là, il ne semble pas être d'accord avec certains éléments de ma question. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, Monsieur le Président. Je voudrais l'entendre résumer où est-ce qu'il en est quant à ses intentions, exprimées à date par lui, de procéder à la fermeture d'au moins 8 prisons, Monsieur le Président, dans le but, évidemment, de récupérer des sommes. Et comment va-t-il réaligner, si par hypothèse ça se réalisait, les économies qu'il pourrait aller chercher dans la fermeture de ces prisons-là, Monsieur le Président? Il reste 4 minutes, si vous voulez disposer du temps qui Combien reste. de temps? Il reste 4 minutes en tout. Bon, Si vous voulez disposer du temps qui reste pour, en même temps, votre droit de exercer votre droit de réplique. Je voudrais avoir le... c'est correct. De toute façon, peu importe. Je connais assez la question. En gros, quand vous parlez de la fermeture de 8 prisons, là, vous parlez d'un document de travail qui m'a été soumis, qui était un document de travail, qui avait, comme je l'ai déjà dit, la qualité de respecter les contraintes budgétaires que nous avions, et que nous impose la situation financière de la province et que désire que la population. Mais je n'avais pas la prétention de penser que ce premier projet était le meilleur. Et ce que j'ai dit et ce que je tiens à répéter le plus souvent possible, c'est qu'il s'agit là d'un plan qui a pour le moment cette seule qualité. Si on me trouve, et j'espère qu'on le fera, après les consultations que je mènerai au cours de l'année, avec les régions, avec les syndicats, et avec, je pense, un très large éventail, parce que je veux consulter aussi du côté du ministère de la Justice, les procureurs de la Couronne, et puis j'espère, si les juges veulent discuter de la philosophie pénitentiaire, j'espère pouvoir bénéficier de leur éclairage à eux aussi, puis j'espère aller dans les régions, puis trouver des moyens de traiter la délinquance de façon plus économique que dans les prisons traditionnelles que nous avons, qui n'ont qu'une qualité, j'exagère peut-être un peu, mais qui ont une qualité, c'est celle de s'assurer que la personne est bien incarcérée, puis elle va bien coucher là. Et puis, ces prisons étaient conçues pour garder des gens dangereux, alors que la majorité des gens que nous avons dans les prisons qui relèvent du Québec actuellement, 2 ans et moins de sentence, ne sont pas tous des gens dangereux. J'espère pouvoir trouver des façons plus économiques de les garder. À ce moment-là, on ne fera peut-être pas les fermetures qui nous sont annoncées dans un plan de travail. Maintenant, ça, justement, c'est ce qu'on peut pas... On ne peut pas retourner une situation comme celle-là en 1 an, encore moins en 6 mois qu'on vient d'arriver. De sorte que le budget des services correctionnels, il augmente pour l'an prochain. Et il augmente parce que... Et quant au nombre de places en prison, il demeure essentiellement le même, sauf erreur. OK. C'est ça, il demeure essentiellement le même. S'il augmente, c'est justement parce que nous faisons livrer des prisons neuves. Et les prisons neuves, nécessairement, coûtent plus cher que les vieilles prisons. Alors, c'est pour ça qu'il y a une légère augmentation. On passe de 215,2 millions à 221,1 millions pour l'an prochain. Mais à partir des autres années, il faut absolument baisser. Pour bien comprendre qu'en diminuant les gens, en pensant à d'autres façons de traiter la délinquance, de punir les gens qui le méritent, mais qui ne sont pas dangereux, et de les punir de façon plus économique, on va protéger encore la société de la même façon. Comme je pourrais dire grossièrement, on va avoir plus de place pour les motards criminalisés et on n'utilisera peut-être pas ces places-là pour des psychiatrisés, n'est-ce pas, des ex-psychiatrisés qui, malheureusement, démunis dans la vie, ont recours parfois à des petites délinquances et qui pourraient certainement être traités d'une autre façon que dans une prison. C'est à ça, entre autres, qu'on pense. Monsieur le ministre, il vous reste près de 1 minute. Bon, il faut réaliser, quant aux prisonniers, par exemple, que c'est très relié, l'ignorance et la petite délinquance.
Par exemple, 60 je pense, de notre clientèle n'a pas terminé son cours secondaire. C'est 60 ou 40 C'est 60, je crois. C'est 60 La situation est telle que nous donnons des cours d'alphabétisation dans les prisons. C'est cette petite délinquance dont on ne parle jamais, qu'on ne sait pas dans le public, où les autorités pénitentiaires eux-mêmes remarquent que ces gens-là pourraient être gardés d'une autre façon dont on les garde actuellement. Mais pour ça, il faut changer des habitudes. Il faut avoir recours, par exemple, aux organismes communautaires. Je pense à des formules comme des ateliers de réhabilitation par le travail pour garder les prisonniers. Donc, faire prendre des habitudes de travail, aider ces gens-là à sortir de la petite délinquance dans laquelle les a conduits les malheurs de la vie, pour justement garder les places sécuritaires en prison pour les gens les plus dangereux. Je pense à trouver d'autres moyens de punir aussi des gens qui ont commis un crime, qui méritent une peine dissuasive, comme par exemple de conduire sa voiture avec ses facultés affaiblies et de causer une perte de vie ou encore des blessures corporelles importantes. Je pense qu'il y a moyen de punir ces gens-là sans que ce soit nécessaire de les mettre derrière un mur de 3 étages et derrière des barreaux. C'est cette transformation, en tout cas personnellement aussi, on l'a compris, j'ai très peur de suivre le modèle américain, qui est une des sociétés les plus violentes du monde occidental, alors que c'est une de celles qui incarcère le plus. Vous savez, il y a une espèce la violence amène la violence, alors que je pense que dans le cas de la petite délinquance dont je vous parlais, celle qui provient de l'ignorance, du malheur, des diminutions parfois des facultés mentales, je pense qu'il y a d'autres moyens de la traiter que de la façon dont nous les traitons dans les prisons classiques actuelles. C'est cette transformation qui, j'espère, sera utile à la société tout en permettant de faire les contraintes budgétaires que nous devons livrer à la population. Merci bien, M. le ministre. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont participé au débat et j'invite le personnel qui accompagne le ministre et M. le député à bien vouloir se retirer. Et pour ça, je vais suspendre les travaux durant quelques instants.